justement, parlons-en des impacts autres que politiques de cette affaire. Alors, si vous voulez, je pense qu'il y a déjà un impact criminologique à prendre en considération. L'impact criminologique, c'est, là encore, celui qui a eu raison depuis longtemps là-dessus, c'est Hofer. C'est pour ça que c'est un homme à suivre plus que jamais, parce qu'il avait prévu ce qu'on appelle depuis une quinzaine d'années le franchissement de la barrière d'espèces. Là, c'est encore le travail d'observation de nos policiers qui est à saluer. C'est-à-dire que le grand banditisme et le djihadisme sont des milieux qui au début se sont ignorés, se sont évités consciencieusement, parce que quand on fait du business, on n'a pas besoin d'avoir la totalité de la puissance de l'État sur la tête. Or, quand vous faites du terrorisme, c'est la totalité de la puissance de l'État que vous avez contre vous. Or, aujourd'hui, ce qui est déjà arrivé, les organisations terroristes sont en réalité des organisations criminelles, pour la plupart. À fond criminelles. Elles sont criminelles par leurs actions, mais elles sont aussi criminelles dans leur fonctionnement. Or, ça veut dire que, à titre criminologique, il faut frapper les réseaux de financement, les émirs Marlboro, le trafic de cigarettes, d'êtres humains, de drogue, d'armes, de contrefaçon. N'oublions pas que c'est ça le grand marché criminel de l'avenir, la contrefaçon. Ça dépassera la drogue, de manière évidente. Par contre, c'est moins dangereux pour les populations, c'est pas du tout dans la main des mafias habituelles. Généralement, c'est plutôt les mafias asiatiques. Donc, si vous voulez, la première réponse, elle est de nommer la menace. Et elle est d'y réagir en termes de gestion de notre politique, de gestion de notre politique de sécurité intérieure. Or, pour ça, sous l'œil criminologique, il y a une deuxième chose. L'antiterrorisme ne doit pas nous obnubiler. Il ne faut pas oublier que pendant des années, on n'avait pas le droit de parler d'autre chose dans les services de renseignement américains, qu'on a même viré un mec que j'ai interviewé, qui est William Black, de la SEC, qui lui disait, vous savez, les subprimes, là, ça commence... Il dit ça, on est en 2004, hein. On est en 2004, hein. Subprime, ça commence à sentir la fraude, quoi. Ça sent mauvais. Dégage. Maintenant, il est prof. On l'aurait écouté à ce moment-là. Parce que je suis désolé, l'antiterrorisme ne doit pas paralyser. Nous avons la cyberdéfense à organiser, la cybersécurité, la lutte contre les réseaux criminels, la contre-ingérence, et tout ça ne tourne pas uniquement autour des barbes plus ou moins rasées de tous les islamistes de France et d'ailleurs. Ce ne sont pas nos seules menaces de sécurité intérieure ou de sécurité internationale. Donc il faut pas psychoter là-dessus. Il faut pas faire ce que les Américains ont fait. Déjà et d'une. Ensuite, ça c'est l'impact qui est nécessaire d'un point de vue criminologique. Ensuite, il faut mener une campagne, et ça, je vous renvoie à Pierre Conessa, un homme absolument brillant, à connaître. Son rapport est disponible sur Internet sur la contre-radicalisation. C'est-à-dire qu'il va falloir lutter, particulièrement dans les prisons, par une politique de ségrégation carcérale, par une politique de formation des aumôniers, par une politique également d'encadrement des imams. Et pour ça, il faut être... Les musulmans vivant en France ne comprennent pas, parce qu'ils se réfugient derrière le pas d'amalgame. Stupide. Parce que l'amalgame se fait par les actes. La France est couverte d'un coup de spécialistes de l'islam. Tout le monde au café du commerce disait « Ah non, c'est pas l'islam ». Le gros problème, c'est que nous sommes dans l'islam sunnite. Moi, je ne vais pas apprendre l'islam aux musulmans, c'est pas mon rôle, j'en ai pas la légitimité, j'en ai pas l'envie. Ensuite, dans l'islam sunnite, si j'ai tout compris, tout le monde ou personne ne peut dire qu'un tel ou un tel est un bon ou un mauvais musulman. C'est même pas un protestantisme parce qu'il y a des autorités majoritaires d'interprétation, comme les grandes mosquées du Caire. Or, celles-ci sont très mal à l'aise parce que
tuer un caricaturiste dans la charia classique sunnite, bah oui, ça a existé. Et le droit musulman étant jurisprudentiel, largement, pas uniquement, mais c'est de la casuistique, ça pose problème de condamner. Parce que ce qu'on appelle le beau modèle, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le Coran, les hadiths et la vie de Mahomet, le beau modèle, c'est que ce genre d'acte peut y trouver des références textuelles. Et en réalité, pourquoi on a demandé aux musulmans de France de parler ? Parce que des milliers et des milliers de jeunes gens sur Twitter ont dit qu'ils étaient du côté des terroristes. Et là, les musulmans de France ont fait une grosse erreur. Ils ont dit, oui, mais on ne demande pas aux chrétiens de se démarquer de Breivik ou du Ku Klux Klan. Premièrement, les exemples sont mal choisis. Le terroriste Breivik, c'était un terroriste également, se revendiquait des valeurs occidentales et de la postérité d'un personnage qui s'en serait bien passé, qui est la postérité de Winston Churchill. Le rapport avec la religion chrétienne n'est pas évident. Il y avait 2-3 références religieuses, mais très... Il n'était pas maçon, Breivik ? En plus. Ce qui en plus implique que c'est quelqu'un qui avait un rapport un peu distancié aux faits religieux, c'est tout. C'est pas du tout... Et quant au Ku Klux Klan, bon, là-bas, c'est une assemblée de racistes dans une société ségrégationniste qui est fondamentalement la société américaine, et ils se revendiquaient avant tout de la lutte anticommuniste. Et d'autre part, on est dans le protestantisme. Et ces actes auraient eu lieu sous régime catholique, ils auraient été certainement condamnés par l'Église. Alors le gros problème, c'est que comme il n'y a pas de clergé musulman, enfin, il y a un clergé chiite, très codifié. Mais dans l'islam sunnite, il n'y a que des autorités majoritaires d'interprétation. Et leur condamnation a été piano. Le problème, il est là. Or, si vous voulez, ça va poser un problème évidemment de ressentiment de toute une partie de la population, qui est la population, disons, française autochtone, les Français de souche, par rapport à nos compatriotes. Qui ont là raté, pas une occasion de se taire, mais une occasion de parler. Qui vont rater. Ensuite, autre impact sociologique, après les impacts criminologiques, il faut remarquer qu'il y a eu quelques actes qualifiés, j'aime pas le terme d'islamophobe, parce qu'à la base c'est un terme de propagande créé par l'ayatollah Khomeini. Faut jamais l'oublier. Or, il y a eu quelques actes, mais qui sont des actes sans gravité, quoi. C'est des actes de déséquilibrés, de gens énervés, sur un peu plus de 120 actes recensés contre des mosquées, 80 sont des menaces verbales. On est très loin de l'exécution sommaire ou quasi sommaire d'une vingtaine de personnes. On en est très très loin. Donc ensuite, voilà, bon, c'est des réactions de choc. Ça se justifie pas. Mais à chaque fois qu'il y a un choc, il y en a. Il y a des gens qui ont peur, et qui d'un côté ont des raisons d'avoir peur. La peur se justifie. Et d'ailleurs, l'islamophobie, c'est vu dans le jugement Tassin récemment de la Cour d'appel, n'est pas un délit en France. Et d'ailleurs, elle n'a pas à l'être. On a le droit de ne pas aimer une idéologie, on a le droit de ne pas aimer une religion. Ensuite, ça c'est l'angle sociologique. L'angle politique, c'est que ça va poser avec plus d'acuité le fait que nous avons 6 à peut-être 8 ou 9 millions de compatriotes de religion musulmane. La question politique, c'est est-ce qu'on fait avec ou est-ce qu'on fait sans ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent devenir ou être ce que M. Stasi, je crois, nous avait promis, des chances pour la France. Ça, c'est à eux d'y répondre. C'est à eux d'y répondre. Pour l'instant, le compte n'y est pas. Objectivement. Est-ce que c'est pas impossible du fait de leur masse ? Est-ce que ça n'induit pas nous forcément avons déjà eu cette conversation.
Alors en réalité, le gros problème, c'est le choc de beaucoup de choses. Premièrement, quand des jeunes, particulièrement de ces communautés, réussissent, la première chose qu'ils font, ils quittent leur quartier. Donc ils font pas d'émulation. Ce qui est tout à fait compréhensible. Et ils se réfugient où? Dans la France périphérique avec les autres. Généralement, ça se passe comme ça. Et eux, ils s'assimilent, ils s'intègrent. C'est très difficile de quantifier, si vous voulez. Quand on me dit ils sont tous des affiliés ou ils sont tous chance pour la France, c'est extraordinairement difficile de quantifier ça. Donc on va plutôt parler de il y a des cas. Donc si vous voulez, ceux-là ils s'assimilent. Les autres, ils gardent même dans l'élévation sociale des stratégies communautaires, ce qui les rend encore plus aigris. Ça se voit, il y a des affaires en cours d'ailleurs, où des gens ont, particulièrement des femmes musulmanes dans des services de direction des ressources humaines d'entreprise, ont mené des campagnes de liquidation de tous les Français présents pour les remplacer par des gens, par des Maghrébins. C'est contre la loi. Alors ces cas-là existent. Donc si vous voulez, il y a un vrai problème. Les gens se sont séparés volontairement. Volontairement. Je l'ai dit ce que je vous ai dit à mon premier entretien, que les gens aient le courage de lire les données que Christophe Guilly a collectées. Les gens se sont séparés volontairement, les gens se fuient. Pour ça d'ailleurs qu'il n'y aura pas de guerre civile en France. Il y aura une guerre intérieure peut-être. C'est une guerre de deux peuples sur un même territoire. Une guerre intérieure, pas une guerre civile. Pour beaucoup, c'est plus le même peuple. Après, ça peut être évité, ça doit être évité si on le peut. Si ça ne peut pas être évité, il faudra... Après, ce sont des... Après, ça passe dans un gouvernement militarisé, ce que je veux dire. La seule chose, c'est que c'est même pas une question de les mettre en avant, c'est une question de trouver des compatriotes musulmans qui soient vraiment culturés français et qui prouvent par leurs actes leur allégeance. Après, il ne faut pas non plus passer dans c'est une cinquième colonne de 6 à 8 millions de personnes. C'est pas comme ça que ça se pose. En réalité, c'est une masse. Vous l'avez bien employé le mot masse. Qui n'est pas que musulmane, qui est aussi d'une identité blessée, qui est l'identité arabe. Et deuxièmement, qui est dans l'espace du melting pot du pire qu'est la banlieue. Attention, on y a déversé des quantités d'argent, le problème n'est pas l'État. Le problème, c'est les représentations. Comme on n'a pas voulu leur inculquer la France, comme on les a fait venir trop nombreux par une politique d'immigration non contrôlée, aujourd'hui, ils sont entre la mosquée et YouPorn, quoi. Ils sont dans le pire de la culture suburbaine. Voilà. C'est pas que l'islam qui pose problème là-dedans. Voire parfois, il a un aspect positif. Particulièrement dans certains traitements de la délinquance. Je dis certains, pas tous. Très loin d'être tous. Mais voilà. C'est une situation complexe. Qui va demander de multiples leviers politiques, géopolitiques et autres. C'est là où j'y viens. Justement, c'est le dernier impact, c'est qu'est-ce qu'on fait après. J'ai déjà parlé donc de certains lieux où il faut éviter l'islam radical. Et ça, qui sont particulièrement le cas des prisons. Ensuite, nous avons déjà parlé du fait migratoire dans le débat sur la remigration, donc je ne vais pas y revenir. Donc il faut en effet, premièrement, arrêter de faire venir, deuxièmement, revoir le code de la nationalité, troisièmement, faire partir ceux qui le doivent, et faciliter le départ de ceux qui le veulent. Parce que bon, ça sert à rien d'être dépressif et malheureux, quoi. Moi j'ai vécu dans des pays où je suis allé dans des pays pour des durées plus ou moins longues, des pays que j'ai pas aimés, je suis parti. Je suis rentré, parfois beaucoup plus vite que prévu. Comme ça. Et si vous voulez que je vous dise. Ensuite, et ça se répand un peu partout. On dit bon, on va, y compris dans le camp national, il faut le retour du religieux est un bien, donc il faut qu'on se couche un petit peu parce que
Comme ça, on n'aura pas de problème, et ils vont nous redonner la foi. Alors, premièrement, ce n'est pas un retour du religieux. Vous êtes face à la face sombre des Lumières. Slavoj Žižek, le grand philosophe et psychologue slovène, je crois, l'a très bien dit. La mondialisation oriente tous ceux qui s'opposent à elle. Ce n'est pas le retour d'un sentiment religieux, disons, sain et intériorisé. C'est une part, par exemple, de l'arrivée des fondamentalistes. Il ne faut pas oublier qu'elle a été facilitée par l'Occident contre le nationalisme arabe, qu'elle assure le pouvoir de l'Arabie Saoudite, du Qatar, qui deviennent des menaces stratégiques pour nous. Et donc il va falloir remettre à plat certaines alliances. Or, ces gens-là ont une vision de l'islam qui est sectaire. Et si vous voulez, je vais vous donner un exemple. L'islam marocain, qui oriente toute l'Afrique de l'Ouest. Le Grand Maroc, ça a été jusqu'à Tombouctou, jamais l'oublier. Fait qu'il y a des pèlerinages de cet islam-là qui sont totalement... que les wahhabites, pour eux, c'est de l'idolâtrie. C'est pour ça d'ailleurs que quand ils arrivent dans des islams acculturés, ils les déracinent. Relisez les récits de l'arrivée de l'armée russe dans la deuxième guerre de Tchétchénie. Les Tchétchènes qui ont fêté le départ des Russes quelques années plus tôt les accueillent presque à genoux devant leur village en disant « Enfin, vous allez nous débarrasser de ces malades ». Parce que l'islam du Caucase, c'était pas ça. L'islam d'Indonésie, même si certains prédicateurs ont voulu tenter de le changer, c'est quand même un islam qui doit faire avec les danseuses balinaises. Si quelqu'un les a déjà vues, on est très loin de la non-mise en forme de très beaux corps d'ailleurs. Et avec Borobudur, centre de la fierté nationale indonésienne. Parce que l'islam est multiple. Prenez l'exemple indonésien. Vous savez pourquoi les Indonésiens sont devenus musulmans? Pour entrer dans des circuits de commerce, où c'était plus apte. Donc ils en ont fait religion d'État, parce que c'est un peuple commerçant, ce qui est normal pour un peuple qui doit vivre sur 17 000 îles, dont plus d'une bonne moitié non habitables d'ailleurs. Et deuxièmement, le colonisateur hollandais a aidé le développement de l'islam parce que la logique de soumission à l'autorité est plus forte dans l'islam que dans certaines parts du bouddhisme, parce que le bouddhisme étant fondamentalement un culte filial. Les moines bouddhistes exhortaient les Indonésiens à la résistance au nom de la terre des ancêtres. Alors qu'il y a une part de l'islam qui est beaucoup plus... qui d'un côté rappelle une part de morale confucéenne, c'est on obéit au pouvoir, quoi. Donc, si vous voulez, par ces diversités historiques, l'islam, les islams diffèrent fondamentalement. Or, il y a deux choses dans l'arrivée des rigoristes. Premièrement, il y a la marque d'une crise au sein du monde arabo-musulman, parce que c'est partie du monde arabo-musulman, qui est, je rappelle, l'islam minoritaire, et ce qui est parti dès les années 70-80 des puissances du Golfe. Les ONG de l'Arabie Saoudite, par exemple la Ligue, je ne dis pas la conférence islamique, je dis la Ligue pour contrer la Ligue arabe, l'Arabie Saoudite a créé la Ligue islamique. Elle a créé l'Assemblée de la jeunesse musulmane. Elle a créé les ONG du djihad, qu'elle a aidé par ses bras armés, qui étaient par exemple les Faisal Finance, donc les fonds saoudiens, et ces puissants services de renseignement de Al-Tikri jusqu'au prince Bandar. Donc le gros problème, c'est qu'il y a une OPA de l'islam du Golfe sur l'islam arabo-berbère, qui est l'islam maghrébin et machriquien, sur l'islam noir, sur l'islam du sous-continent indien et sur l'islam indonésien. Et moi, ce que j'aimerais, parce que là je reste dans mon droit, c'est de dire à mes compatriotes, si vous devez être musulman, soyez-le, mais au moins ayez votre islam à vous, quoi.
Je vous rappelle, si j'ai tout compris, et là, un musulman me corrigera peut-être, mais si j'ai tout compris de la lecture si au moins j'ai compris de la part que j'ai lu des textes islamiques, les Bédouins, parce que c'est l'islam des Bédouins, l'islam des Saoudiens, les Bédouins ne sont pas les gens que le prophète des musulmans ont préférés, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, la crise interne de l'arabité et du monde arabo-musulman, c'est normal qu'elle crée des radicaux. Mais il y a une deuxième chose qui crée des radicaux. Là, je déroule complètement sur ce qu'on doit faire. Je vous rappelle un superbe bouquin qui était de la première école qui d'un côté a ravivé le courant républicain français. C'est un bouquin américain qui s'appelle Jihad versus Macworld, de Benjamin Barber, paru il y a une vingtaine d'années. C'est un bouquin à lire. Parce qu'en réalité, la mondialisation est clairement responsable de ce qui est en train de nous arriver. Régis Debray avait une phrase aérienne, elliptique, comme toujours. Il avait dit, vous savez, dans un pays, plus vous amenez de Coca-Cola, plus vous faites pousser d'ayatollah. Et c'est vrai. C'est que fondamentalement, face à cette volonté de l'homme jeté dans le monde, alors que le monde n'est vivable que par médiation, on se rétracte. Et quand cette rétractation, qui est normale, d'un sentiment de survie, rencontre une idéologie qui n'est pas l'islam, moi j'entre pas dans un débat qui est un débat de théologiens, là-dessus vous avez des tas de gens, les époux Urvois, mon ami René Marchand, Anne-Marie Delcambre, vous avez des tas de gens. Le Charles Saint-Pro, qui lui, pour le coup, l'antithèse de René Marchand, lui est très très pro-musulman, qui aime énormément l'islam, qui la connaît intimement, qui est un ami personnel de Saddam Hussein, entre autres, et d'Yasser Arafat. Or, si vous voulez, j'entre pas dans le débat est-ce que l'islam est une religion ou pas, je n'ai aucune compétence pour pouvoir voir ce débat-là. Et en plus, c'est un débat qui, je ne sais pas s'il m'est si utile que ça. Parce que j'ai néanmoins plusieurs millions de compatriotes. Il faut bien que je leur dise quelque chose. Donc, ça c'est un point important de voir si les musulmans, et particulièrement les jeunes musulmans, entendent avoir un islam enraciné ou pas. Ou s'il reste soit par les Chibani sous les islams du bled, c'est-à-dire les islams des pays d'envoi. Les Chibani, c'est les premiers rangs des mosquées, c'est les personnes âgées. Généralement, ils ont un pouvoir énorme sur l'imam, si j'ai tout compris. Et soit c'est l'islam des Chibani, soit c'est pire, c'est l'islam du Golfe. Et à travers l'islam du Golfe, vous pouvez rajouter l'islam des frères musulmans, qui n'est pas tout à fait le même, mais c'est une différence de degré. Pas de nature, fondamentalement. Après, vous avez le salafiste anti-politique, qui est lui dans son truc, mais qui peut dériver vers le djihadiste. Lui est dangereux, mais moins dangereux, parce que pour lui, la politique, c'est quasiment haram, quoi. C'est quasiment impur. Donc, généralement, il mène une vie de prédication. Or, si vous voulez, la seule chose, c'est d'arriver pas à islamiser la France, mais à donner une branche, mais à donner, disons, à donner à l'islam un terreau en France. Ça nous renvoie à nos discussions sur la laïcité, ça nous renvoie à nos discussions sur la prééminence de la culture chrétienne, et sur l'autorité, là encore, et ça c'est le point fondamental de l'État. Après, tout est possible. Est-ce qu'on doit faire un institut de théologie musulman en face de, comme le dit par exemple le rapport Conessa, possible, pour avoir que des musulmans français statuent sur le dogme. Les mosquées du Caire vont moyennement apprécier, je vous le dis tout de suite, mais possible. Est-ce qu'il faut à la France un siège à la conférence islamique, que la France utilise comme vecteur de puissance d'être en partie musulmane? Moi j'en serais partisan, par exemple. Tout en étant une politique très dure d'immigration, de remigration à l'intérieur. Mais pour les nôtres qui doivent rester, il faut aussi que la France assume ce côté-là d'elle-même. Vous me direz, il y a des gens qui vont regarder la vidéo, qui vont tomber dans les pommes. Ce que je peux tout à fait entendre. Le seul problème, c'est que si jamais il y avait un grand centre d'influence géopolitique qui s'appellerait
qui s'appellerait le SPAC, le Symposium des pays amateurs de concombres, j'aimerais bien que la France y ait un siège aussi. Voilà, la Russie a un siège à la conférence islamique. La Russie n'est pourtant pas soumise à l'islam. Donc si vous voulez, il faut... La seule chose, c'est... Là maintenant, la balle est dans le camp de nos compatriotes. Ensuite, et ça c'est le dernier point, dans la remise à plat des alliances, il est grand temps d'évaluer le taux de pénétration. Je vous ai déjà parlé de ce qu'il est aux États-Unis par Robert Baer, le taux de pénétration saoudo-qatari en France. C'est pour ça qu'il faudrait se renseigner sur ce que font ces gens-là quand ils viennent ici. On m'a dit que ce n'était peut-être pas islamiquement correct. M'a-t-on dit. Il faudrait se renseigner sur ça, sur leurs avoirs, sur ce qu'ils comptent en faire. Leur stratégie est connue. Diversification pour résister à la fin du pétrole. Parce qu'après, il ne reste plus que le Hajj, comme pour les Saoudiens, comme revenu. On est au courant, mais pour ça, il faudrait le chiffrer. Et deuxièmement, il faudrait que ces gens-là soient moins en sécurité, pas physiquement, bien évidemment, mais qu'ils sachent néanmoins qu'ils ne sont pas en terrain conquis ici, et que la France doit retrouver des alliances au sein du monde arabe, avec des gens auxquels nous avons envoyé, malheureusement, nous avons laissé partir, ces djihadistes qui aujourd'hui pour certains reviennent. J'espère que messieurs Juppé et Fabius, mais Juppé d'abord, parce que c'est lui qui les a laissés partir, et se sent fier de ce que ces créatures ont fait en plein Paris. Parce qu'il y en a plein qui reviennent comme ça. Et ce sera sa faute. Par cette politique ignoble et criminelle qui a été faite contre la Syrie, qu'au passage Bachar el-Assad a aussi utilisé, ce qui est normal. Je rappelle que l'armée syrienne, pendant un temps, fout la paix à l'EIL quand il s'attaque au front al-Nusra. Mais, si vous voulez, il y a là par contre une faute géopolitique majeure, qui avec la destruction de Kadhafi va nous occuper pendant des années sur ce front de l'islam radical, qui est l'action des gouvernements, des ministres des Affaires étrangères Juppé et Fabius sur cet islam radical, qui est en effet notre ennemi, qui n'est pas notre seul ennemi géopolitique, qui n'est pas une menace stratégique d'ampleur, si vous voulez, ça n'a pas d'équivalence avec, par exemple, ce qu'a été, quand on y a cru et quand elle était réelle, c'est-à-dire très peu de temps finalement, la menace soviétique. Ce n'est pas une menace, stratégique hors du commun. Il ne faut pas tomber dans le piège de redessiner la carte stratégique de la France par rapport à la lutte contre l'islam radical. Ça nous amène au dernier point que je voulais voir par rapport à ça, qui est le choc des civilisations. Parce qu'on me dit souvent, c'est une théorie néoconservatrice qui n'est pas vraie, qui est fausse historiquement, tralala, poi poi, et qui devrait conduire à... il faut l'éviter à tout prix, donc certains vous ressortent, y compris dans le camp national maintenant, le multiculturalisme, pour éviter le choc des civilisations. On va récapituler. Le choc des civilisations n'est pas une théorie néoconservatrice. Les néoconservateurs détestent les Huntingtoniens. Huntington est deux choses. Premièrement, c'est un WASP. Et un WASP très fier d'être WASP. Il écrit à longueur de bouquin. WASP, c'est White Anglo-Saxon Protestant. C'est-à-dire que lui, ce qu'il déteste avant tout, c'est pas du tout le musulman. Donc il se contrebalance, parce que c'est pas lui qui est dans l'Amérique qu'il aime. Ce qu'il déteste, c'est le latino-catholique. Pour ça, il faut avoir lu la deuxième partie du Choc des civilisations qui s'appelle Qui sommes-nous ? Or, Huntington a été proche de Brzezinski pendant un temps, pendant la guerre froide, et il est devenu de plus en plus culturaliste, sous l'influence de Braudel. Braudel, le grand Fernand Braudel, qui est un grand génie français, dans certaines universités américaines, vous avez un culte à Braudel. Il y a même une fac aux États-Unis qui ne tourne qu'autour de l'approche braudelienne. Toute la fac. Et toutes les sciences de la fac. Comme ça, hein. Ils ont un culte, ce qui est normal. Le livre La France de Braudel doit être lu par tout le monde. Un grand génie. Braudel, c'est extraordinaire, quand même. Huntington est un brodélien. Il vous dit quoi ?
il n'y a pas de civilisation mondiale. Jusque-là, moi je signe. Deuxièmement, il faut éviter ceux qui veulent la civilisation mondiale, donc les hommes de Davos. Alors l'homme de Davos, c'est Pascal Lamy, par exemple. C'est un homme déraciné, déculturé, qui est pour Huntington une menace. Troisièmement, il y a dit les facteurs idéologiques de conflit descendent. Ce qui monte, ce sont les facteurs identitaires. Donc, n'allez pas chercher les identités des autres. Donc, l'islam, c'est la formule de Huntington. Les frontières de l'islam sont des frontières de sang. Ne vous en approchez pas. D'où son opposition à toutes les guerres américaines, lui et tous les siens. D'ailleurs, son principal second, enfin, qui était d'ailleurs pas son élève direct, c'est Muraviec, un Français, qui a été viré des think tanks américains pour avoir critiqué quoi? L'Arabie Saoudite. Les néoconservateurs, eux, sont des croisés de l'économie de marché. Eux, ils veulent, parce que pour eux, l'économie de marché passe par la démocratie et le multiculturalisme. D'où la phrase de Wesley Clark, il n'y aura plus d'État homogène culturellement en Europe. Et c'est donc étrange. Quand vous rapprochez des cultures qui n'ont rien à se dire, et qu'on vous dit de ne pas le faire pour éviter le choc des civilisations, là, le multiculturalisme crée des chocs qui ont toujours eu lieu historiquement. C'est pour ça qu'on a fait des États, des frontières, qu'on s'est séparés, pour pas en faire. Or, les partisans de cette théorie du choc, qui n'est que la théorie que l'identité va remplacer l'idéologie au XXIe siècle, vous disent de ne pas aller chercher les gens. Donc c'est pas tout à fait une théorie belliciste. D'autre part, c'est une théorie qui est tenue par ce qu'on pourrait appeler des souverainistes très à droite américains, qui ne sont doublés que par exemple mes camarades paléoconservateurs, qui eux les critiquent pour une raison. Parce que pour eux, l'Amérique qui doit être sauvée, c'est le rêve américain. Alors les paléoconservateurs, eux, ont une définition beaucoup plus sudiste de l'identité américaine. Mais ça, c'est un débat interne aux États-Unis. Donc si vous voulez, le multiculturalisme crée de la violence. Qu'un pays soit multiracial, c'est pas le problème. La France a toujours été, les Antilles étaient françaises avant Nice. L'avant-garde de la République, c'est la Polynésie. Notre avant-garde dans le Pacifique au XXIe siècle, ce sont nos frères de Polynésie. Donc le problème, il est absolument pas là. Mais absolument pas là. La seule chose, qu'il faut être monoculturel. Avec des enracinements par palier. Je suis français parce que polynésien, je suis français parce que breton, je suis français parce que... Là encore, il faut rétablir des médiations. Ça nous ramène à notre discussion sur le jacobinisme. Voilà, c'était quelques leçons que je voulais tirer de cet attentat, avec évidemment énormément de compassion pour ceux qui ont été exécutés lâchement, mais surtout le fait qu'il faut un discours de pacification ferme, et il faut remettre la direction stratégique de la France sur la table. La compassion, surtout qu'elle est fort mal utilisée, ne suffira pas. Et être Charlie ne suffira pas.